bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir un nouveau webinaire de la Fabrique de l'exportation sur un thème que jusqu'à présent nous n'avons pas abordé, qui est celui de l'expatriation de salariés, de la gestion de ces expatriés, qui est un thème qui est important et complexe à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les personnes qui sont concernées. Je suis tombé sur une enquête en préparant cette introduction sur la manière dont les expatriés avaient vécu la période du Covid. Et il s'avère que ça a été pour beaucoup d'entre eux difficile à différents égards, aussi bien personnellement que professionnellement. Donc nous avons invité Marine Berthelet-Mongereau à donner une présentation à ce sujet. Marine a effectué un doctorat en management des ressources humaines sur la manière de former des managers internationaux. Elle a ensuite créé son entreprise, son cabinet de conseil en accompagnement des expatriés. Et selon le principe des webinaires que vous connaissez bien, va nous donner une présentation d'à peu près une demi-heure, à l'issue de laquelle la place sera donnée aux échanges avec elle, mais éventuellement aussi entre participants. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute. Et Marine, tu peux démarrer quand tu veux. Voilà, ok. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les slides? Parfaitement. Super. Bonjour, je redis bonjour, je vois que certaines personnes sont arrivées. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fabrique de l'exportation de me recevoir ce soir pour parler donc de ce sujet bien d'actualité dans les ressources humaines, dans le monde de la mobilité internationale. Voilà, donc le sujet qui est donc comment, alors on a parlé un peu de Covid, comment bien sûr bien gérer les cadres expatriés aujourd'hui et surtout après cette crise du Covid pour en essayer de tirer des leçons et de voir comment on peut assurer en fait plus globalement la performance d'un cadre expatrié aujourd'hui à travers, je dirais, n'importe quelle crise. On va essayer un peu aussi d'extrapoler et de voir comment faire pour assurer qu'un cadre expatrié aujourd'hui puisse performer dans n'importe quelle crise qu'il peut avoir. Donc, quand on parle d'expatriation et d'expatriés, c'est très large. Aujourd'hui, c'est vraiment un terme qu'il faut quand même bien cadrer. Donc, moi, pour cette présentation, j'ai décidé de parler que des cadres expatriés qui sont en contrat, je dirais, plutôt classique, envoyés donc par un siège d'une entreprise vers une filiale. Pas que des cadres français, vous verrez, je parlerai beaucoup d'un niveau global, puisque moi, je suis donc aussi à l'étranger et je traite beaucoup avec des cadres qui ne sont pas que français. Donc, je parlerai de cadres qui sont un peu de partout et de nationalités différentes. Volontairement, je ne parlerai pas de compensation et bénéfices, donc qui est une partie qui, pour moi, est très technique, très liée au pays et à la fiscalité des pays. Donc, je ne rentrerai pas dans ce domaine-là qui est très spécifique quand même. Donc, je parlerai plutôt de ressources humaines et de gestion en fait de talents pour essayer qu'on comprenne un peu comment faire en sorte que ces cadres expatriés puissent performer de partout. Donc, comme cadre aussi, je propose 4 parties en fait pour parler du sujet. Donc, une première partie où j'ai souhaité faire un point un petit peu maintenant. Donc, on a parlé avec Jean-Christophe et Stéphane du sujet au mois d'avril ou mai. Et donc, j'ai essayé de me projeter aujourd'hui en me disant, voilà, on aura besoin peut-être déjà de faire un point sur ce qu'a été le Covid pour les expatriés aujourd'hui à un niveau un peu global. Je ne parlerai pas que des Français expatriés. Pour vous emmener ensuite sur l'étude sur laquelle Jean-Christophe et Stéphane m'avaient questionné, donc une enquête que j'ai faite auprès des familles expatriées donc pendant cette période du Covid. Donc, ce sont principalement des cadres que j'ai eu ou des conjoints suiveurs que j'ai eu à aider, à coacher. Ensuite, je vous emmènerai dans la deuxième partie qui va parler de l'impact principal pour moi qu'a eu le Covid sur les expatriés et qui est vraiment un impact psychologique. Voilà, et l'impact psychologique étant vraiment un point très important pour assurer ensuite le fait que le cadre va performer ou pas. Dans cette partie, je vous emmènerai sur mes résultats de thèse qui, au départ, voilà, comme beaucoup de thèses, on part sur un sujet et puis après, on dérive un petit peu sur un autre. Mais moi, sur cette thèse, donc, je voulais étudier comment les cadres expatriés performaient à l'étranger pour essayer de mieux les former, d'apporter des outils aux entreprises. Et j'ai été amenée sur un terrain aussi très psychologique. Donc, je voulais aussi vous présenter mes résultats de thèse. Ensuite, en troisième partie, ça m'amènera à vous parler de la façon dont je pense qui est la façon assez efficace pour moi pour gérer ces cadres expatriés.
et faire en sorte qu'ils performent partout. Donc, on parlera des basiques, des fondamentaux pour moi. On parlera de la stratégie de la fonction RH et on parlera aussi de l'importance de l'outil du suivi de ces cadres-là pour ensuite parler dans une quatrième partie de la grosse tendance actuellement pour moi dans le monde de la mobilité internationale qui est le work from anywhere. Donc, cette fameuse, le travail de n'importe où, de n'importe quel pays. Voilà, donc pour la première partie, qu'est-ce qu'on peut un peu en tirer comme conclusion aujourd'hui? Qu'est-ce que le Covid, comment le Covid a impacté un peu ce monde de la mobilité internationale? Et j'ai appelé cette partie la montée un peu de la complexité et le retour à l'humanité. Donc, il a été assez difficile de tirer une tendance d'ailleurs parce que en fait pour moi le Covid a montré a fait ressortir toute la complexité qui était l'expatriation et surtout sa dépendance au contexte. Et ça c'est pas nouveau, c'est la nature même de l'expatriation. Donc finalement il a été difficile de tirer un peu des tendances puisque ce Covid a fait ressortir énormément de multiplicité de problèmes. Donc les problèmes, on les a vus, ils ont été éclatés en fonction des zones géographiques, des industries, des générations, du travail, des contrats, des expatriés. Hein. Voilà, il y a beaucoup de contrats qui existent aujourd'hui. Et donc tous ces problèmes ont été éclatés un petit peu en fonction de tous ces indicateurs. Donc il est difficile aujourd'hui de faire des tendances, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est ça nous a fait ressortir un peu la complexité de ce qu'est une expatriation. On voit, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Moi, j'ai pas lu beaucoup de choses là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de mouvements d'expatriés, donc ceux dont je parle pour cette présentation, qui sont les expatriés en contrat classique, hein, qu'on appelle en anglais les long-term expats. Donc, ils sont restés pour l'instant dans leur poste et certainement seront, moi, je pense, prolongés. On a vu, le Covid a vu l'arrivée, je dirais, dans les radars des ressources humaines en charge de nouveaux employés hein, qu'on ne suivait pas. Donc, on parlera après de l'importance du suivi pour bien n'était pas sûr, n'était pas très flexible, juste, agile. Alors la complexité à gérer a dû être vraiment aussi accrue. Et pour moi, donc ce premier point très global, hein, a été simplement un peu un reminder, un petit peu un rappel de l'impact psychologique de l'expatriation et de son effet, de ses conséquences sur la performance d'un cadre. Donc à droite, j'ai mis quelques illustrations. C'est parce que tout ça, c'est issu de mon expérience à l'étranger. Hein. Moi, je suis à l'étranger depuis 15 ans maintenant, de mes expériences professionnelles ou de conjoint suiveur, et puis aussi de lectures que j'ai fait entre-temps pour préparer la présentation, donc des dernières lectures des cabinets de conseil, l'Expat Insider, qui est une grosse enquête faite auprès des expatriés. Donc c'est simplement pour avoir une illustration et pour vous ayez des sources après pour aller un petit peu plus loin sur le point. Et maintenant, je vais vous emmener donc sur mon enquête pendant le Covid. Donc, j'ai réalisé une enquête auprès de familles expatriées. Donc, pendant la période du Covid, ces derniers 12 mois. Donc, j'ai interrogé des familles qui sont des familles qui étaient expatriées en Chine, en Russie, en Europe, en Amérique. Principalement, ce sont des couples en fait, hein, parce que les gens se sont retrouvés finalement très vite chez eux. Donc parfois, j'avais un conjoint suiveur à aider et puis j'ai pris l'opportunité un peu d'interroger le couple finalement. Les expatriés étaient âgés entre 40 et 55 ans. Tous étaient cadres ou membres du comité de direction donc d'une filiale, principalement d'un grand groupe. Ils avaient tous des enfants, donc j'ai veillé à ce qu'il y ait aussi à ce qu'on parle de famille. Ils n'en étaient pas à la première expatriation, donc ça c'est important pour essayer d'éviter un peu un effet nouveauté. Donc j'ai fait une étude qualitative, voilà, j'ai fait des interviews Zoom et que j'ai pu aussi certaines fois réinterviewer. Et j'ai parlé en fait dans ce questionnaire de plusieurs parties au début, pas que du Covid, mais un peu des expériences, des différentes, voilà, du profil un peu des personnes, des expériences, du feedback un peu positif ou négatif sur ce qu'ils avaient fait, des formations, de la formation interculturelle, de la préparation et puis un peu de l'impact que le Covid avait pu avoir sur eux. Voilà, donc dans les résultats, ce qui est important et ce que j'ai trouvé important à noter, surtout, c'est que pour moi, il y a eu un focus sur l'ajustement de la famille, en fait. La famille est ressortie et le lien entre l'ajustement de la famille et la performance du cadre m'a vraiment
interpellés. Donc, dans le détail, les résultats, il n'y a pas eu beaucoup d'impact sur je dirais, leurs contrats actuels. Donc, les expatriés n'étaient pas spécialement préoccupés par ça, par leur contrat. Est-ce qu'il y avait un risque de retour ou pas? C'était pas leur préoccupation. Une des grosses préoccupations était donc la santé mentale un peu des enfants et le bien-être. Donc ça, c'est une des conséquences un peu du Covid pour eux. Et là, ça a remis en question beaucoup de choix qu'ils avaient eus sur le système éducatif, qui est aussi très important quand on part à l'étranger, hein, et qui va impacter un peu le cadre aussi. Est-ce qu'ils avaient choisi le bon système, la bonne école, sachant qu'il y avait des écoles qui avaient plus ou moins bien fait la transition à l'école, à la maison. Le conjoint suiveur, j'allais dire malheureusement, encore une fois, voyait ses projets mis de côté ou devenaient presque pratiquement, parfois certains conjoints suiveurs ont dû faire l'école. Hein. Il y a des pays dans lesquels certaines écoles, pas toutes, ont fermé. Voilà. Aussi, point important qui est ressorti et qui pour moi n'est pas nouveau, ils ont tous parlé d'un manque de support, d'un manque d'aide et de programmes de leurs ressources humaines, hein, des personnes en charge. Donc, pas spécialement de coups de fil, d'enquête. Vraiment, ils ont été étonnés de ne pas être spécialement aidés. Donc, tout ça a remis un petit peu en question leur motivation actuellement de repartir à l'étranger. Ça, c'est important parce qu'on parle de cadres dirigeants, donc cadres quand même assez importants dans le pays. Donc, tout ça a été une grosse remise en question pour eux. Et tous, voilà, donc pour moi, cette enquête-là, elle a montré, elle a remis en lumière un peu l'importance de considérer l'ajustement, l'intégration de la famille comme un groupe, comme un ensemble, pour assurer derrière la performance du cadre. Donc, si je devais retenir, et s'il y avait un message à retenir de cette première partie, qui pour moi est un point, un petit peu avec voilà, le point global que j'ai fait, puis mon enquête, je dirais que ce Covid au niveau de l'expatriation, dans le monde de la mobilité internationale, il a remis l'humain aussi au centre un peu des préoccupations, comme il a remis l'humain au centre du monde professionnel hein, en général. Il n'y a pas eu d'exception pour le monde de l'expatriation et on voit le rôle, l'impact psychologique que peut avoir l'expatriation est ressorti et surtout ses conséquences sur la performance du cadre qui a été un peu remis pour moi sur le devant de la scène. Donc l'ajustement aussi de la famille pour moi a été bien aussi remis en avant et à être considéré donc par les ressources humaines aujourd'hui. Hein. Ça sera certainement pour moi une grosse préoccupation. Il y aura certainement, j'espère, des programmes derrière qui seront un peu plus dans lesquels il y aura un peu plus la considération de l'ajustement de la famille hein, à l'étranger. Quand je parle de famille, pas que les enfants, mais aussi les conjoints suiveurs. Et donc, ma recherche de doctorat, dont je vous parlerai après, m'a amené aussi très vite sur ce terrain-là, du psychologique et de l'impact et de la transformation que cela a sur le cadre et donc sur sa performance après. Voilà, donc maintenant, je vous emmène sur l'impact principal que moi j'ai vu de ce Covid ou de cette crise hein, sur les expatriés, qui est principalement ressorti et qui est cet impact, cette omniprésence hein, de l'impact psychologique quand on est expatrié. Voilà, donc, et pour moi, c'est pas nouveau. Donc, je voulais m'arrêter là un petit peu pour avoir un ancrage théorique, parce que quand on est un peu spécialiste de ce domaine-là, il n'est pas nouveau de lier l'adaptation à la performance. Il y a beaucoup, donc, pour ceux qui voudraient après creuser un peu le sujet, il y a une littérature qui abonde là-dessus, hein, quand on étudie l'ajustement de l'expatrié depuis très longtemps et de sa performance, donc de l'effet qu'a le psychologique là-dessus. Donc, on étudie ça depuis 1970. Et donc, il y a deux modèles principaux qu'on utilise encore aujourd'hui, qui datent des années 80, ou qui sont les premiers modèles qui parlaient d'un état psychologique à avoir, de bien-être dans un pays pour performer. Il y a une deuxième référence importante, moi je trouve, qui explique bien ça aussi et qui donne des outils derrière, c'est le professeur Osland qui a été une des premières à parler un peu de transformation, d'étapes dans lesquelles on passe, qui transforment la personne. Elle a comparé l'expatriation à un hero's journey, donc un peu à l'aventure d'un héros, et elle fait des parallèles même avec la mythologie. Mais elle est une des premières à avoir parlé de transformation, d'étapes à suivre quand on est en charge en ressources humaines et comment, voilà, et que faire lors de ces étapes pour soutenir le cadre. Et puis plus récemment, encore une fois, le Harvard Business Review a fait un article là-dessus qui rappelle
l'effet psychologique et l'impact psychologique que peut avoir sur une personne quand on vit à l'étranger, quand on travaille à l'étranger, et donc la transformation qu'on peut obtenir. Et ça, ce sont des sources qui sont intéressantes quand aussi on veut étudier comment mieux gérer un retour, par exemple. Ça peut aussi donner beaucoup de clés à l'entreprise pour mieux comprendre donc le retour. Voilà, l'impact psychologique, donc pour moi, n'est pas nouveau, et l'impact surtout sur de l'expatriation et ce lien ajustement de la famille et performance du cadre, pour moi, n'est pas nouveau non plus. Et il y a aussi des études qui sont intéressantes à lire là-dessus, dont une spécialiste de l'expatriation et du lien expatriation-performance du cadre. C'est le professeur Caliguri, qui a écrit beaucoup dans le champ du global leadership, donc qui est dans le champ dans lequel moi j'ai fait ma thèse, le thème dans lequel j'ai fait ma thèse. Et elle est une des premières à avoir parlé aussi, déjà il y a quelques années, d'avoir mis en avant le lien ajustement culturel, donc ajustement de l'époux, et le lien de la performance du cadre. Donc on va plus loin que l'intégration du cadre, bien sûr, dans le pays, mais on parle bien du lien de l'ajustement, de la famille et de la performance du cadre. Et puis il y a aussi une dernière étude qui n'a parlé que de ça d'ailleurs, donc c'est l'étude de Fukuda et Chu, qui parle vraiment de l'ajustement de la famille comme étant un des points principaux pour s'assurer que derrière, le cadre va performer dans le pays dans lequel il va aller. Voilà, donc tout ça m'amène à vous amener vers ma thèse. Quand je parle d'importance du psychologique de l'expatriation sur la performance d'un cadre, moi, en fait, donc j'ai réalisé ma thèse en fin 2017-2018. Et sur cette thèse, j'ai voulu essayer de comprendre comment un cadre dirigeant arrivait à performer lorsqu'il changeait de pays et pouvait maintenir cette performance. Donc, en fait, l'origine de cette thèse, ça a été plusieurs choses. Ça a été mes années d'expérience à l'étranger, donc mes 18 années d'expérience complète à l'étranger, durant lesquelles, moi, j'ai été cadre expatrié et je suis encore expatriée, donc j'ai ou bien travaillé ou bien été conjoint suiveur. Et lors de ces expériences-là, j'ai eu deux observations qui revenaient assez souvent, qui étaient que j'avais des soucis moi-même assez régulièrement à m'ajuster quand j'étais dans des pays ou à performer sur mes postes. Je mettais toujours un peu de temps à m'adapter. Donc, première observation, un peu terrain, je dirais, c'était est-ce le cadre performant qui s'adapte de partout, donc qu'on appelle en anglais le fameux global leader, est difficile à trouver. J'observais que les cadres avaient donc souvent des soucis pour s'adapter. J'observais aussi que les entreprises avaient souvent sous-estimé très souvent les challenges qui étaient liés à cette exposition internationale, à ce mouvement, et aussi aux compétences donc développées. Troisième observation aussi, c'était que les entreprises manquaient beaucoup de formations efficaces, de programmes efficaces pour préparer les expatriés à performer sur leur poste. On est au-delà du choc culturel, mais pour vraiment préparer le cadre à performer. Et deuxième observation déjà que j'avais à l'époque et que j'ai eu tout au long de mes expériences, c'était de me dire mais la famille n'est pas du tout prise en compte, ou rarement. Elle est prise en compte pour ce qui est la partie pratique, je dirais, mais elle n'est très rarement préparée, et encore moins les enfants, à partir. Et donc tout ceci, j'ai voulu étudier ça sous deux angles pour ma thèse. Donc j'ai voulu comprendre le rôle de l'entreprise là-dedans et le rôle surtout de la formation interculturelle, qui pour moi était un des seuls outils que les ressources humaines avaient en main pour préparer le cadre à partir. Donc, suite à cette thèse dont je parlerai un petit peu après, j'ai donc décidé de développer cette activité de conseil et de coaching. Donc, pour un peu traiter ce sujet, pour comprendre, donc ma thèse, je l'ai effectuée à l'étranger. Donc, j'avais un terrain de recherche qui était en Suède et en Russie, donc deux pays où je suis partie vivre. Donc, j'ai interrogé 25 cadres dirigeants, tous cadres dirigeants donc de filiales de multinationales, de grosses entreprises, qui n'étaient pas leur première expatriation. Donc, j'ai essayé d'éviter l'effet un peu nouveauté. Donc, ce sont tous des membres de comités de direction ou à un petit peu responsabilité égale. Il y avait quelques CFO dedans, quelques directeurs financiers, de nationalités donc très différentes. Donc, j'ai essayé d'avoir un peu des personnes d'Asie, des Européens, des Américains, venant d'industries assez variées aussi, donc d'industries pharmaceutiques, automobiles, cosmétiques. J'ai essayé d'avoir un échantillon assez représentatif de femmes, donc 18%, ce qui est à peu près ce qu'on peut retrouver dans les comités de direction à l'étranger,
au niveau des expatriés. Et puis la moyenne d'âge était de entre 40 et 60 ans. Et j'ai aussi eu l'opportunité, j'ai pu suivre aussi un cadre dirigeant. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai fait aussi une étude longitudinale donc, pour la thèse. Et donc tout ceci m'a amené, donc pour rappel, moi je cherchais à comprendre comment un cadre dirigeant peut s'adapter, peut performer de pays en pays, pour derrière essayer de comprendre le rôle des ressources humaines et essayer de donner des outils peut-être plus adaptés pour les aider à se préparer et en tout cas faire en sorte qu'ils arrivent à performer pendant leurs expatriations. Donc je parlais un petit peu de contexte au départ et de l'importance du contexte, donc des dires de ces personnes, des cadres expatriés. Tout va, l'ajustement et la performance va être lié d'abord à un contexte, à une dépendance forte d'un contexte et ça c'est important. C'est le point de départ sur lequel les entreprises doivent être claires, les ressources humaines aussi. Il y a un contexte pour lequel on va partir. Donc, dans le contexte, c'est bien sûr la stratégie globale et locale de l'entreprise, mais ça crée déjà des difficultés parce que ce sont souvent des personnes qui sont entre les deux. Il y a bien sûr une mission à réaliser dans le pays. Il faut être très clair sur la mission, qu'est-ce qu'on va attendre, qu'est-ce qu'on veut que le cadre délivre. Il y a bien sûr toutes les spécificités du pays, donc, et puis les traits de personnalité et les expériences bien sûr passées du cadre. Donc tout ceci, ce contexte, va bien sûr générer l'expatriation, va donner aussi la couleur de l'expatriation. Donc moi, je l'ai appelé l'inconnu parce que tous m'ont parlé de repartir à zéro, d'expatriation donc pour lesquels ils n'allaient pas forcément connaître les challenges avant. Donc, on parle de challenge, par exemple, ça peut être, voilà, l'expatriation va être tachée d'une problématique managériale, d'une problématique culturelle, externe, d'organisation. Et donc, de là, le cadre qui va avoir un challenge va faire en sorte, en toute autonomie, va commencer à passer par des phases d'apprentissage par l'expérience. Donc là, moi, je me suis basée sur une théorie d'un professeur d'Harvard qui s'appelle Kolb et qui explique comment on arrive de son expérience à générer du savoir, à apprendre et à être performant dans l'apprentissage. Donc tous ces cadres se sont montrés très performants là-dedans et ont montré une capacité en fait à apprendre de leur expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai identifié 2 phases. Donc une première phase où le cadre, face à une problématique, va réfléchir, va prendre du recul, va faire ce qu'on appelle en anglais du critical thinking, donc va avoir une phase où il va essayer de comprendre ce qui se passe avec beaucoup de recul et va évaluer lui-même un petit peu ce qu'il faut mettre en place pour répondre à cette problématique. Donc, il y a souvent des problématiques managériales. Et en deuxième phase, c'est lui qui va décider un petit peu ce qu'il faut faire pour régler ce problème. Donc, ça peut être, il faut que je me forme un peu plus, il faut que je demande un coach, il me faut une formation en langue, il me faut voilà, de l'aide, avec un lien très important. Et pour moi, c'est une des capacités les plus importantes aujourd'hui qu'il faudrait demander à un cadre. C'est cette capacité à faire du sens à l'international. Donc là-dessus, il y a des études maintenant qui existent et des modèles de formation qui existent. Le professeur Osland, par exemple, est quelqu'un qui parle beaucoup de ça, qui est un peu spécialiste. Donc, ces cadres-là, ils passent tous par des cycles comme ça d'apprentissage et c'est ce qui leur permet derrière de développer ce que j'ai appelé, moi, de prendre la bonne décision, donc pas forcément celle qui leur plaît, mais celle qui va être le plus à même de répondre à la problématique et de faire en sorte qu'après, ils performent dans leur poste. Ils vont développer donc un peu une sorte de connaissance tacite. Et ils vont développer aussi une intelligence pratique. Donc là, il y a bien sûr toutes ces parties du modèle sont ancrées dans des théories. C'est l'atout d'une thèse. Et de là, moi, j'ai considéré que tous ces cadres performaient derrière. Ce sont des cadres qui étaient restés en poste longtemps et qui partaient aussi dans d'autres pays. Donc ce modèle, il est d'autant plus important aujourd'hui avec le Covid et le cycle d'apprentissage de ces cadres-là a été certainement démultiplié pendant la crise Covid, où ces cadres-là se sont retrouvés encore une fois à repartir un peu de zéro. Ce sont des gens qui parlent beaucoup de cette capacité-là de repartir de zéro, surtout pas copier-coller les choses. Donc ce cycle a certainement dû s'activer beaucoup pendant le Covid, puisqu'ils se sont retrouvés à devoir mettre en place de nouvelles choses par rapport au Covid, dans un pays qu'ils connaissaient plus ou moins bien, avec des cadres qu'ils connaissaient plus ou moins bien. Donc ce modèle est tout à fait d'actualité et voilà, là, ce qui est ressorti quand on voit un développement pareil, ce qui est compliqué, je pense, pour les entreprises, c'est que tout ça est fait en toute autonomie et pas vraiment en toute transparence par rapport peut-être aux ressources humaines qui manquent un peu d'informations là-dessus et qui manquent de préparation et qui ne savent pas vraiment je pense, comment quels outils apporter au cadre dans ces développements-là, qui sont très spécifiques et très liés au contexte,
pour aider le cadre à performer. Donc, tout ceci m'amène maintenant à vous parler, quand on voit un développement pareil, comment on peut essayer d'arriver à avoir un management de l'expatriation qui va être efficace, hein, peu importe, je dirais, la crise, parce qu'il y a des pays dans lesquels il y a eu de grosses crises, même avant le Covid, pas sanitaire bien sûr, mais je pense par exemple à la Russie, lors des sanctions économiques, donc les cadres étaient sous pression. Donc, comment est-ce qu'on peut, quand on voit des développements pareils, très singuliers, comment est-ce qu'on peut être efficace dans son management du cadre expatrié? Et pour moi, il est très important d'abord d'appliquer ce que j'appelle les fondamentaux. Et c'est là où on peut parler d'agilité, de flexibilité, de résilience. Il est très important surtout d'essayer d'éviter les raccourcis, donc les cadres opérationnels qui appellent les cadres expatriés et qui gèrent un peu les problématiques entre eux. Il faut qu'il y ait un process très clair des ressources humaines, hein, d'une ressource humaine stratégique et qui remet bien en place ce process. Et pour moi, le process, il part d'une définition de fonction qui est très claire, d'une mission qui est très claire et d'un objectif qui est très clair à faire dans le pays. Il faut vraiment parler de ce qui doit être délivré. Ensuite, il y a une sélection importante à faire et là, les ressources humaines doivent aussi prendre un peu plus je dirais pas d'ampleur, mais prendre tout leur rôle stratégique là-dessus. Il faut sélectionner ensuite. Il y a énormément d'outils qui existent, hein, qui sont à disposition pour faire de bonnes sélections, qui est expatriable et au vu du développement qu'ont les cadres quand ils sont à l'étranger, qui est à même de supporter, entre guillemets, un peu ce type de développement. Bien sûr préparé. Donc là, j'ai mis point d'interrogation sur la formation interculturelle. Pour moi, ça reste vraiment un outil très utilisé, mais pas souvent assez efficace. Parce qu'on a vu, hein, le développement du cadre après va être quand même assez compliqué. Donc, la formation interculturelle, pour moi, elle prépare au choc culturel, mais elles sont le design des formations culturelles. Il faut faire très, très attention à ce qu'on choisit de donner au cadre. Ensuite, bien sûr, il faut le suivre, il faut mesurer. Et ça, c'est un axe d'amélioration, je pense, pour les entreprises. Le suivi du cadre expatrié, c'est pareil, quand on voit le développement, il faut des outils de suivi flexibles, assez faciles d'utilisation, mais il faut absolument savoir par quoi passe le cadre, ce dont il a besoin, comment il va performer et qu'est-ce qu'il a appris de ça et qu'est-ce que l'entreprise peut apprendre. Donc, c'est ensuite la capitalisation, hein, ça c'est très important aussi. Et quand tout ce process, selon moi, est bien respecté, est flexible, facile d'utilisation, on rapatrie, je pense, beaucoup plus sereinement le cadre. Voilà, donc un petit rappel en dessous, où Mercer aussi nous le rappelle, quand on veut qu'un mouvement à l'étranger, qu'un départ à l'étranger soit fait avec succès, il faut absolument qu'il y ait une évaluation avant le départ qui soit très fiable. Voilà, donc pourquoi on part, qu'est-ce qu'on attend du cadre et qui va partir, hein, et puis surtout du soutien pendant. Donc, qu'est-ce qui se passe, que fait le cadre, de quoi a-t-il besoin en termes de formation, de suivi, et ça c'est très long. On met longtemps, le cadre met longtemps à s'adapter. On parle de 2 ans, les études parlent de 2 ans au minimum, pas avant 2 ans, un cadre serait pleinement efficace dans son poste. Deuxième point très important, ça c'est une recommandation que j'ai eue dans ma thèse, il faut une fonction RH pour pouvoir manager donc efficacement ces expatriés et cette expatriation, hein, la mobilité internationale. Il faut absolument une fonction qui soit beaucoup plus stratégique, d'après moi, et c'est ressorti pendant le Covid. Hein, je pense que les personnes qui n'étaient pas encore, les services qui étaient un petit peu en backup, ont été propulsés tout de suite un peu plus leaders. On s'est référé très vite aux ressources humaines, hein, à la mobilité internationale pour aider à gérer ces cas. Donc, il faut absolument avoir des vrais partenaires stratégiques. Là, je cite un peu McKinsey, mais il faut qu'on ait un peu des consultants de l'expérience employée. Il faut de vraies personnes leaders. Les ressources humaines ont beaucoup d'informations sur le cadre. Et moi, si je devais aider sur des définitions de fonctions, voilà, je mettrais des comportements importants, clés dans les définitions de fonctions, où je m'assurais que mes responsables de ressources humaines soient très stratégiques, c'est-à-dire au plus près de ce qui se passe dans les business units, hein, de ce qui se passe sur le terrain, dans les marchés, comment aider, quelles sont les problématiques. Ce sont des gens qui peuvent aussi aller en formation avec aussi les cadres sur place, et ça peut être aussi des personnes qui sont issues bien sûr de la partie plus opérationnelle.
crédibles, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent avec beaucoup d'outils, beaucoup d'indicateurs. Il est important qu'on suive les expatriés, qu'on mesure la performance. Il peut y avoir des indicateurs mis en place en fonction des problématiques des entreprises, hein, bien sûr, mais il n'est pas impossible de suivre la performance d'un expatrié. Supportive, donc c'est bon, ce sont des termes en anglais parce que j'ai fait ma thèse en anglais, mais il faut suivre absolument les cadres, il faut suivre les familles, il faut là aussi mettre des choses en place, mais il faut absolument avoir un suivi régulier. Ce qui ressort moi, et de ma thèse et de l'enquête que j'ai fait pendant le Covid, c'est que quand même les suivis sont pas assez réguliers. Et puis, il faut capitaliser, ça c'est très important. Il faut avoir des outils pour capitaliser pour l'entreprise, hein, et puis faire suivre le savoir de ces cadres, même les utiliser. Et ça facilite beaucoup après le retour du cadre. Donc, deuxième proposition que j'ai eue dans ma thèse, recommandation, et là, ça fait d'autant plus de sens pendant ce Covid. Je parlais de suivi et de l'importance du suivi de ces cadres. C'est le rôle. Donc moi, j'ai proposé, par exemple, j'ai appelé ça en anglais un expat ID profile, donc une carte d'identité un petit peu de l'expatrié. Hein. Ça peut être une feuille A4, ça peut être un outil très simple, mais au moins, il faut que tout le monde ait le même niveau d'information sur ces cadres à l'étranger. J'entends encore beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne savent pas, voilà, spécialement qu'un cadre est parti pour le confinement dans tel pays. Certains cadres me disent qu'ils sont dans un pays, ils y étaient il y a une dizaine d'années pour le même groupe, mais les personnes en charge ne le savaient pas. Enfin, il faut de la thèse est ressorti un manque de suivi, un manque d'outils. Donc, moi, j'ai proposé voilà, un outil simple où on irait, par exemple, Peter, on imprime une feuille et quand on parle de Peter en comité de carrière et qu'on veut le refaire partir dans un autre pays, on a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a fait. Voilà, est-ce qu'il est l'habitué des restructurations, par exemple? Est-ce qu'il a fait des formations? Est-ce que le feedback de ses équipes? On peut avoir énormément d'informations très importantes sur un outil très simple. Donc, tout ça m'amène maintenant à vous parler d'une tendance. Hein. Le Covid, on en sort peut-être, on espère, mais quelle est la tendance, quel est l'impact que ça a eu sur la mobilité internationale? Et moi, je pense que l'après-Covid, en tout cas, peut-être, mais sera le work from anywhere. Donc, c'est une tendance dont on entend beaucoup parler maintenant, qui n'est pas que le travail à la maison, mais qui est dans la mobilité internationale. Surtout, ça va être de travail peut-être d'un autre pays. Donc, en mai 2021, j'ai voulu citer aussi pour référence et pour des personnes qui voudraient après lire un peu plus, mais Accenture a fait une étude intéressante. Le cabinet a interviewé 9000 personnes dans 11 pays et a intitulé le rapport « Le futur du travail ». Donc, est-ce qu'on peut être productive anywhere? D'ailleurs, donc ça va même plus loin que le travail d'un autre endroit, je dirais. Et 40% donc des individus interrogés se sont sentis capables d'être productifs et bien donc d'un autre pays. Donc ça c'est intéressant pour la mobilité internationale parce que c'est pas on parle pas, je pense, que du travail à la maison, mais on va voir d'autres mobilités de cadres qui vont peut-être demander à aller travailler d'un autre pays pour une entreprise dans un autre pays. Et donc, on voit déjà des entreprises qui se positionnent là-dessus. Hein. Spotify a annoncé donc en 2020 qu'il proposait un programme de work from anywhere, donc en partant du principe que le travail ne se fait plus au bureau, mais c'est quelque chose qu'on fait, que l'efficacité ne se mesure plus au nombre d'heures, mais passer dans un bureau, mais qu'il faut donner donc toute liberté à la personne d'aller travailler là où il se sent être le plus productif. Stellantis vient d'annoncer donc aussi un nouveau mode de travail hybride qu'ils appellent donc la nouvelle ère de l'agilité. Donc en ayant pour but d'essayer de faire en sorte que les cadres à 70% ne travaillent plus donc sur site, mais pour l'instant à la maison. Mais les cadres peuvent être amenés peut-être aussi à demander une nouvelle façon de travailler, aller travailler ailleurs. Et ça m'amène à vous parler du nomadisme digital. Donc, effectivement, il y a aussi des marchés maintenant émergents qui s'engouffrent un petit peu là-dedans et qui proposent des visas aux employés, à des personnes pour aller travailler dans leur pays pour une autre entreprise. Donc là aussi, ça peut se susciter chez des gens, chez des cadres, peut-être des départs dans d'autres pays. Donc, c'est important pour la mobilité internationale d'être bien en veille sur ces tendances.
il y a des employés qui aussi demandent déjà maintenant à se relocaliser. Il y a des entreprises qui donnent aussi des budgets pour ça. Et moi, je suis en train de travailler en collaboration avec une start-up qui s'appelle Perchpic et qui développe une application d'ailleurs qui va dans ce sens, qui va permettre à un cadre ou à un employé de se relocaliser lui-même. Donc, il y a des entreprises derrière comme Amazon qui sont en train de donner des budgets à des employés. Donc, sont plutôt des middle managers, mais qui commencent un peu à essayer de donner la main, je dirais, aux employés pour qu'ils gèrent leur expatriation. Donc, je trouve que c'est une tendance, à mon avis, qui va amener certainement un peu plus de complexité encore dans le monde de la mobilité internationale. Voilà, donc pour conclure, si dans les points qui me semblent importants à retenir de l'impact un peu du Covid dans ce monde de l'expatriation, ce serait d'abord que la complexité qui a été à manager va encore pour moi grossir. C'est pas l'expatriation, c'est complexe et je pense que le Covid nous l'a fait ressortir, mais à mon avis avec le work from anywhere, donc ça va continuer et la complexité c'est par nature l'expatriation. Il faut absolument simplifier les process quand on veut gérer la performance d'un cadre à l'étranger, gérer des cadres expatriés. Il faut des process très simples. On l'a vu, il va falloir pouvoir s'adapter très vite, mais les suivre quand même. Donc, il faut faire preuve de créativité, moi, je pense, et refaire des outils de suivi s'il faut. Mais il faut avoir une photo très claire de là où se trouvent les employés, là où se trouvent les cadres expatriés, et d'être aussi de pouvoir faire des évaluations très rapides des performances. Donc, bien sûr, il va y avoir, je pense, encore plus de profils d'expatriés. Moi, j'ai parlé que des expatriés plutôt classiques, mais bien que bon, tout ce que j'ai dit peut se mettre en place aussi pour d'autres profils, mais certainement qu'on va avoir avec le Work from Anywhere de plus en plus de profils différents et de contrats différents à faire. L'ajustement de la famille, bien sûr, et des conjoints suiveurs et des enfants, pour moi, ça va être une préoccupation primordiale. Maintenant, les cadres, je pense, ne partiront plus, pas si facilement, mais ne partiront pas sans s'assurer qu'il y a vraiment des programmes pour les familles. Et inversement, je pense que les entreprises sont vraiment pris conscience de l'importance de l'ajustement de la famille. Et puis, la grosse tendance aussi à retenir, c'est le travail d'un autre endroit, je dirais, pour ce qui concerne la mobilité internationale, donc qui peut être un levier aussi bien pour garder des talents, parce qu'il peut y avoir de la concurrence d'autres entreprises où le cadre peut décider d'aller travailler ailleurs, et puis ça peut être aussi pour un expatrié, un moyen de partir ailleurs, de changer, quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Donc là, j'ai mis des liens pour des articles que j'ai faits sur ce sujet. Voilà, et je vous remercie de votre attention.